Vous avez remarqué, avec la crise des Gilets jaunes, l'expression « justice fiscale » est réapparue. Dans le pays le plus taxé au monde, on sait depuis François Hollande ce qu'elle signifie. C'est un message politique à peine subliminal. Il faut faire payer les riches. Alors, c'est quoi la justice fiscale? Le concept paraît simple. Il faut que la contribution des hauts revenus soit plus importante que celle des plus petits. La progressivité implique que le taux moyen de l'impôt croît avec le revenu. Figurez-vous que l'idée d'une fiscalité au service de la lutte contre les inégalités est plutôt récente. Longtemps, on a considéré que impôts et cotisations sociales avaient pour principal objectif de financer les dépenses publiques. C'est après mai 68 que la fiscalité devient idéologique. Elle devient un enjeu de redistribution et l'impôt sur le revenu devient un symbole. En 1983, par exemple, il compte 14 tranches de 0 à 60%. En 1991, la CSG apparaît. C'est une révolution. C'est une révolution parce qu'il s'agit d'une contribution sur les revenus proportionnelle et non pas progressive. Une sorte de flat tax à l'anglo-saxonne. À l'époque, d'ailleurs, elle a ses adversaires au sein même du gouvernement de gauche qui pourtant l'a créée. Un impôt proportionnel est, selon eux, contraire à la mission de réduction des inégalités. Et c'est d'ailleurs pour atténuer ce reproche que le gouvernement Rocard rend la CSG non déductible. Par égalitarisme, les Français paient ainsi un impôt sur le revenu sur des sommes qu'ils n'ont pas perçues. En 2017, l'impôt sur le revenu a rapporté 75 milliards d'euros, contre 99 milliards pour la CSG. Mais le débat politique continue de se focaliser sur l'impôt sur le revenu, et à cause de sa progressivité. Et même si déjà 10% des plus riches paient 70% de l'impôt sur le revenu, le débat se déchaîne. Pour les partisans de la redistribution, il faut aller plus loin. À vrai dire, les libéraux n'aiment pas trop l'idée de progressivité. Célèbre économiste libéral, von Mises par exemple, admet la nécessité de l'impôt, mais il voit dans la progressivité un mode d'expropriation des capitalistes et des entrepreneurs efficaces. Parce que la progressivité ralentit la formation de capital, qu'elle la rend plus difficile pour les nouveaux acteurs et que, par ricochet, elle favorise la rigidité sociale. Dans le même registre, Hayek récuse l'idée que pour aider les pauvres, la progressivité est inévitable. C'est un mythe pur et simple, nous dit-il. Ce qui est prélevé sur les hauts revenus représente de toute façon une part faible des recettes totales. Alourdir leurs charges sociales et fiscales ne change presque rien à la charge globale supportée par l'ensemble de la population pour financer l'État-providence. Cynique ou lucide, Hayek insiste. La progressivité est une illusion. Elle fait croire que les riches portent l'essentiel du poids de l'État-providence pour mieux taxer le plus grand nombre de contribuables. Le seul résultat de cette politique, limiter le revenu de ceux qui réussissent le mieux, créer un sentiment d'envie. Et l'argument final, dans ces conditions, il n'y a pas de limite à la captation. L'arbitraire n'est pas loin. Alors on résume. L'impôt progressif est, pour ces deux économistes libéraux, moralement arbitraire, économiquement inefficace et socialement discriminatoire. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Milton Friedman de défendre l'impôt négatif pour les plus pauvres, un filet de sécurité sans condition ni contrôle à la différence des minima sociaux. Friedman nous incite ainsi à douter des grandes politiques publiques et notamment des politiques fiscales. Elles consistent souvent, nous dit-il, à forcer les gens à agir contre leur propre intérêt immédiat au nom d'un intérêt général supposé.